Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 3 mars sur les antennes d'Azur TV avec au sommaire ce soir cette question. Toujours la même, le Var et les Bouches-du-Rhône vont-ils se retrouver reconfinés partiellement durant le week-end? Conseil de défense ce matin autour du président de la République. Rien à filtrer. Nous serons avec le sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, qui nous livrera son sentiment. Et vous verrez que lui aussi, comme beaucoup d'élus locaux, préconise une vaccination de masse. Il demande des réponses. La famille et les proches de Michael, ce jeune de 20 ans qui est mort au début du mois de janvier après une course-poursuite avec la police à Nice. Il manifestait cet après-midi. Tout vous sera expliqué par Claudia Olivier qui était sur place. Et puis les pompiers sont volontaires pour participer à l'effort de vaccination. Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, sera avec nous dans ce grand direct. Voilà pour le sommaire. Comme chaque mercredi, on retrouvera également Patrick Roger, notre éditorialiste et patron de la rédaction de Sud Radio. Et puis une page culture à la fin de ce grand direct avec l'artiste plasticien Jérémy Taburki. Mais pour l'heure, est-ce que le Var et les Bouches-du-Rhône vont goûter à un troisième confinement, en tout cas partiel, dans certaines agglomérations? Le débat est ouvert. Les taux d'incidence sont toujours très élevés. Conseil de défense sanitaire ce matin autour du président de la République. Rien à filtrer. On ne sait pas quelle décision sera prise par le gouvernement. A priori, les réponses seront données demain matin. En attendant, avant de rejoindre le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, faisons peut-être le point en Provence avec Cindy Chevaux. Où en est l'épidémie ? Des services hospitaliers toujours chargés, mais une courbe épidémique qui se stabilise. Voilà comment débute le mois de mars dans les Bouches-du-Rhône. Prenons l'exemple de Marseille. Dans son dernier bilan, la PHM fait état de 272 hospitalisations liées à la Covid-19, dont 76 en réanimation. C'est peu ou prou les mêmes données que ces précédents jours. Alors, point positif, s'il s'envole dans d'autres départements comme dans le Var, ici, le taux d'incidence s'élève à 320, loin des chiffres affichés dans les Alpes-Maritimes avec 561, qui est le plus élevé de la région. Mais les autorités restent très vigilantes car elles craignent une flambée des variants. Le britannique, qui est le plus répandu, mais aussi le sud-africain et le brésilien, restent encore très minoritaires en Provence, mais ils sont plus fréquents dans les Bouches-du-Rhône, selon l'ARS PACA. Même si certains élus s'y opposent, comme Benoît Payan ou encore Renaud Muselier, ces données pourraient inciter le préfet du département à prendre de nouvelles restrictions dans les prochains jours, comme un confinement le week-end, à l'image de Nice et de Dunkerque. Voilà pour le point donc dans les Bouches-du-Rhône. Petite parenthèse, puisque l'information vient de nous parvenir, on en parlait hier, un recours avait été déposé dans les Alpes-Maritimes contre ce fameux confinement le week-end. 240 citoyens, eh bien, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Donc le département, les 63 communes concernées seront bien confinées le week-end prochain. Vous le voyez donc sur cet article publié par Nice Matin. Nous revenons aux Bouches-du-Rhône. Bonsoir Stéphane Le Rudulier, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur les Républicains donc du département. L'intérêt de vous avoir aussi, c'est que vous avez été maire jusqu'à il y a peu de la commune de Rognac, toujours dans les Bouches-du-Rhône. Donc vous allez pouvoir nous parler avec cette double expertise. On a entendu les propos de Cindy Chevaux. Certes, les taux d'incidence n'est pas aussi élevé que dans les Alpes-Maritimes, mais il reste quand même plus important dans votre département que dans la moyenne nationale. Alors la question est la suivante. Est-ce que vous êtes pour ou contre un confinement le week-end en Provence ? Écoutez, déjà s'interroger sur un reconfinement potentiel, c'est inévitablement admettre, constater l'échec du gouvernement dans le cadre de la stratégie vaccinale, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale et notamment sur le rythme de vaccination. Je rappelle quand même, en comparaison avec la Grande-Bretagne notamment, que alors que nous reparlons de confinement, la Grande-Bretagne, elle, a une stratégie de déconfinement avec des dates clairement établies, notamment le 12 avril, la réouverture des commerces et des restaurants. Mais pour répondre clairement à votre question, je suis, moi, tout à fait hostile à remettre sous cloche l'ensemble des départements. Je pense fondamentalement que l'enjeu est de vacciner en masse. Je rappelle quand même qu'il y a eu 8 millions, je dis bien 8 millions de doses qui ont été réceptionnées
par la France depuis le 27 décembre dernier. Seuls 5,5 millions de doses ont été injectées. Ça veut dire clairement qu'il reste 3,5 millions à injecter. Et moi, je fais une proposition qui me paraît la plus cohérente, c'est il y a des secteurs en tension, mettons le paquet, faisons en sorte que la logistique soit optimale pour apporter les vaccins dans les secteurs où les taux d'incidence sont très élevés. On va reparler de la question de la vaccination et de ses stocks, parce que notamment les stocks AstraZeneca sont écoulés à moins de la moitié du stock. On ne comprend pas bien pourquoi, peut-être que vous avez des éléments de réponse, mais juste pour rester sur cette question du confinement, est-ce que les élus sont véritablement consultés actuellement par le préfet ? Écoutez, je l'espère parce que ça a été un engagement fort de M. Castex il y a quelques semaines de cela. Dans les Alpes-Maritimes, je sais qu'il y a eu une certaine forme de concertation, même si les élus locaux entre eux n'étaient pas d'accord. J'espère sincèrement que l'ensemble des maires, ou à travers leurs représentants, comme le président de l'Union des maires, ont été consultés, y compris la présidente du département ou le président de région, afin qu'on puisse essayer de trouver un consensus avec l'État. Vous savez, dans cette crise, c'est véritablement le couple préfet et maire qui portera ses fruits. On ne peut pas tout régler d'en haut et avoir une vue purement jacobine dans cette gestion de crise. Si vous étiez toujours maire de Rognac, comment vous auriez géré un confinement le week-end, les interrogations de la population, les problématiques des commerçants? On a l'exemple dans les Alpes-Maritimes, nous, dans notre région. C'est pas toujours évident pour la population. Pas du tout. Et surtout qu'il y a une certaine forme de lassitude de la part de la population. Parce que quand on parle de confinement le week-end, il faut savoir tout de même que ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que nous sommes déjà confinés de 18h à 6h du matin. Donc, effectivement, on a l'impression, et comme on n'a pas de ligne directrice et de sortie de cette crise, on a l'impression d'une certaine forme de lassitude, d'un jour sans fin, malheureusement, et il est de plus en plus difficile pour les élus locaux de gérer cette crise et notamment de gérer un potentiel nouveau reconfinement avec les intérêts, et vous l'avez souligné, économiques que ça peut avoir, notamment sur les commerces de proximité. Je ne parle même pas des bars et des restaurants. Vous savez, quand on parle de territorialisation des décisions, moi je suis aussi assez surpris sur le fait qu'on ne parle pas aussi de mesures d'allègement des restrictions des libertés. Il y a certains départements où les taux d'incidence sont très faibles et on pourrait envisager la rouverture des bars et des restaurants, même en termes d'expérimentation sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Je sais par exemple que la présidente du département, Martine Vassal, et le président de région, Renaud Muselier, ont soumis l'idée de rouvrir les bars et les restaurants, notamment dans la pause méridienne, entre midi et 2, avec un protocole très strict qui avait été notamment validé par l'IHU et le professeur Raoult. Ça donnerait un peu de cohérence quand même dans la stratégie de gestion de crise. Rendez-vous compte, vous avez des restaurants d'entreprise qui restent ouverts le midi et nos restaurants et nos bars de proximité ne peuvent toujours pas ouvrir, ça fait des mois que ça dure. Oui, vous dites qu'en réalité, si on peut territorialiser le confinement, on peut territorialiser aussi l'allègement des mesures. Je voudrais vous faire écouter François de Canson, qui est le président du comité régional du tourisme et maire de la Lande-les-Maures, lui aussi membre du parti Les Républicains. Il est peu ou prou sur votre ligne, ce qui va nous faire le lien avec la vaccination. C'est très difficile pour des gens qui travaillent toute la semaine d'être confinés le week-end, ça crée des problèmes. Moi je suis pas du tout pour le confinement, je suis d'ailleurs pas convaincu qu'un confinement à 18h est un résultat très productif. Je pense qu'on aurait pu avoir un confinement à 20h et trouver des solutions
encore mieux adaptés. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes. La situation est très tendue. La solution, bien évidemment, c'est la vaccination. Et nous sommes contents aujourd'hui qu'un centre de vaccination arrive sur notre commune. Et je crois qu'on a d'autres vaccins qui commencent à arriver. Et bien évidemment, il va falloir aussi traiter les jeunes. Je crois qu'on a tendance à obliger les jeunes. Les jeunes, c'est une population à risque aussi. L'été arrive, il est important qu'eux aussi puissent être vaccinés. Voilà, François de Canson, Stéphane Le Rudulier qui reprend des propos tenus ce matin par Renaud Muselier, le président de la région. Vous évoquez les stocks. On utilise mal les stocks en France. Les stocks AstraZeneca, par exemple, moins de la moitié de ces vaccins ont été distribués. Comment on peut expliquer cette lenteur? Tout le monde est prêt. Les pharmaciens, les médecins généralistes, les hôpitaux, les centres de vaccination, les communes. C'est vrai que pour nous, ça paraît complètement improbable, si vous me passez l'expression. Je pense fondamentalement qu'on a un problème logistique. C'est véritablement la pagaille sur l'acheminement des doses sur l'ensemble des départements. Et puis, le gouvernement s'est cherché dans sa stratégie de vaccination et il a ouvert au fur et à mesure aux professionnels de santé, les médecins de ville, les pharmaciens, la possibilité de vacciner. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne et en Italie. C'est l'armée, il y a des généraux d'armée qui ont été choisis pour gérer l'acheminement et la gestion des stocks de vaccins. On a l'armée la plus opérationnelle en matière de santé. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Emmanuel Macron l'avait dit dans un de ses propos, nous sommes en guerre. Bon, eh bien, il faut mettre les moyens quand on veut gagner la guerre, et ces moyens, c'est l'armée qui peut venir à notre secours. Pour atteindre l'objectif d'Emmanuel Macron, donc le fait que tous les Français soient vaccinés fin août, nous sommes à 40 000 doses injectées par jour, il faudrait que le rythme s'accroisse et se multiplie par au minimum 10 pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République. Vous voyez qu'on en est très loin. Et ce n'est pas uniquement un problème de commande, parce que là aussi, on peut mettre à défaut le gouvernement. Effectivement, il a choisi de passer par l'Union européenne pour commander les premières doses de vaccins. Mais quand vous regardez l'Allemagne ou d'autres pays européens, ils ont eux-mêmes pris l'initiative de commander par eux-mêmes, sans passer par l'Union européenne, des millions de doses complémentaires. Et là, on est encore une fois aux abonnés absents. Je voudrais qu'on regarde, avant de vous remercier, les chiffres, puisque Sébastien Liotard et Fabrice Jousteau nous les ont montrés. Voilà où on en est aujourd'hui en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc dans les 6 départements. 241 445 premières doses injectées, deuxième dose 130 415. Et c'est vrai que ça paraît quand même incroyable qu'il y ait à peu près le même nombre de vaccinations entre le Var et les Alpes-Maritimes, quand on connaît la situation dans les Alpes-Maritimes. Alors il faudrait vacciner partout, tout le temps. Mais bon voilà, effectivement, il y a un problème de gestion des stocks. Ce qui est juste pour conclure quand même, quand on regarde le classement par rapport au nombre d'injections, on est au 54e rang mondial. J'ai noté derrière la Serbie, le Chili, le Maroc, la Roumanie. Enfin, il y a véritablement des questions à se poser. Et ces chiffres-là sont des chiffres issus du site du ministère de la Santé, donc je n'invente rien. Et malheureusement, j'ai quand même une pensée pour l'ensemble des Français qui veulent sortir très rapidement de la crise. Vous savez, le président de région a fait une proposition frappée du sceau du bon sens. Là aussi, les jeunes, les étudiants doivent être également vaccinés. Ils ne doivent pas être les grands oubliés de la crise. Ça fait plus d'un an qu'ils sont quasi cloîtrés chez eux ou dans leur chambre universitaire où ils suivent des cours en visioconférence. Ça peut plus durer et il faut véritablement qu'on trouve le chemin d'une véritable stratégie de déconfinement comme l'a fait par exemple le Royaume-Uni. Merci beaucoup Stéphane Le Rudulier, sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, ancien maire de Rognac également. On attend donc avec vous les décisions gouvernementales qui devraient être annoncées demain. Bonne soirée et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. Avant de rejoindre Patrick Roger et d'évoquer ces chiffres édifiants, les points de deal en France, deal de stupéfiants
bien sûr. Un dernier mot de cet hypothétique reconfinement. Vous allez entendre le préfet du Var qui a rencontré Thomas Bernabé cet après-midi. Avant même d'annoncer ou pas d'ailleurs un reconfinement le week-end dans le département, le préfet a annoncé déjà de nouvelles mesures. On écoute donc Evans Richard au micro de Thomas Bernabé. La situation sanitaire dans le département reste tendue. Le préfet du Var vient de prendre de nouvelles mesures afin de lutter contre la propagation du coronavirus dans le Var. L'occasion de faire un point et un bilan de la situation. En ce qui concerne la situation sanitaire, celle-ci, depuis la semaine dernière, s'est dégradée, a continué à se dégrader. Donc on voit augmenter jour après jour le taux d'incidence, le taux de positivité. Et puis surtout, ce qui est le plus préoccupant pour le Var, c'est bien évidemment la situation des hôpitaux où les lits de réanimation sont quasiment tous saturés puisque plusieurs patients ont été donc transportés vers des départements hors région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour être soignés. Nous avons pris trois nouvelles mesures. Donc, la première, c'est sur l'interdiction d'un certain nombre de manifestations sur la voie publique, donc les brocantes, les vides-greniers et les braderies. Et je dis bien les braderies, pas les stands non alimentaires sur les marchés, puisqu'il y a eu quelques incompréhensions donc, hier soir et ce matin. L'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique et l'interdiction des livraisons à domicile après 22 heures. Il y a un point commun donc, entre ces trois interdictions, c'est qu'elles permettent d'éviter donc, des rassemblements et des rassemblements nombreux qui sont des vecteurs de contamination. Dans mon esprit, il s'agissait donc d'interdire les braderies, c'est-à-dire par définition des marchés essentiellement non alimentaires, et non pas d'interdire au sein des marchés existants, donc qui ont une dominante alimentaire, la tenue de stands non alimentaires. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu d'émoi ce matin, notamment de la part de quelques forains et plus encore de quelques fleuristes. Et donc pour éviter toute incompréhension, j'ai fait réécrire l'arrêté et remplacer donc le terme marché non alimentaire par braderie, terme qui figurait dans les communiqués de presse qui étaient partis donc hier après-midi. Voilà pour les précisions d'Evans Richard, le préfet du Var, avant de nouvelles annonces, donc demain, autour de ces décisions de reconfinement ou pas, à la fois pour le Var et les Bouches-du-Rhône. Tout autre chose à présent avec Patrick Roger. Bonsoir Patrick, merci d'être avec nous, notre éditorialiste du mercredi soir. Alors, on peut désormais signaler des points de deal sur une plateforme mise en place par le gouvernement. On parle beaucoup de ces sujets-là, nous, parce que Gérald Darmanin était il y a peu à Marseille, que 220 points de deal ont été recensés dans les Bouches-du-Rhône. Et en France, pour l'instant, le pointage est très exactement de 3952 points de deal. C'est quand même assez énorme. Oui, c'est énorme. 4000, on peut quand même oui, on peut arrondir. Points de deal. Et encore, ce sont ceux qui sont recensés et ça bouge beaucoup. C'est l'un des problèmes d'ailleurs des forces de l'ordre, globalement, c'est que ces points de deal, parfois quand ils sont signalés, bougent et les dealers vont s'installer ailleurs. Alors, comme évidemment il y a beaucoup de problèmes dans certains quartiers, que ça gangrène véritablement la vie des villes, puisque vous l'avez dit, dans les Bouches-du-Rhône, il y en a 220 à peu près points de deal qui sont répertoriés, cartographiés, on sait à peu près où ils se trouvent, ces points de deal. Maintenant, la police, quand elle passe, elle peut éventuellement verbaliser, mais ils ne sont pas forcément toujours signalés quand il y a des dealers qui sont là, quand il y a du trafic. Alors là, l'objectif, avec cette plateforme qui sera moncommissariat.fr ou mabrigadenumérique.fr en zone gendarmerie, c'est que vous pourrez signaler, vous, là où se trouve un point de deal, et ensuite on pourra intervenir. Parce que l'objectif, c'est d'essayer d'aller au plus vite pour intervenir, également mener des rondes, essayer de surveiller et bien sûr de démanteler des trafics. L'objectif, c'est de démanteler les trafics. D'ailleurs, Gérald Darmanin a tenu à préciser lors de son passage qu'il y avait eu depuis le début d'année plus de 300
points de deal qui avaient été répertoriés et contrôlés, dont 98, une petite centaine donc dans les Bouches-du-Rhône, un certain nombre à Marseille. Donc l'objectif, c'est d'aller plus vite parce que on sait que les points de deal génèrent ce trafic et que le trafic génère énormément de délinquance avec énormément de règlements de compte. Et aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes dans des quartiers travaillent en réseau pour pouvoir évidemment gagner beaucoup d'argent. Et ça devient une économie, on en parle depuis des années, de cette économie souterraine parallèle, mais elle a tendance à se développer énormément et à susciter beaucoup de trafic et de règlements de compte. D'où cet objectif. Alors, du côté des policiers, on pourrait se dire, tiens, finalement, c'est une bonne initiative, ça doit plaire aux syndicats de police. Pas spécialement, ils disent que ça va peut-être dans le bon sens, mais que c'est bien de mettre un problème, un numéro vert. C'est la stratégie du gouvernement, de mettre énormément de plateformes. Ils l'ont fait sur les suicides, ils l'ont fait sur énormément de sujets ces derniers mois, ces dernières années. Dès qu'apparaissait en fait un problème, on mettait un numéro vert. Et derrière, il faut des moyens. C'est pas le tout de mettre un numéro vert. Les policiers disent on est déjà mobilisés, débordés, submergés. On a des heures supplémentaires. Alors maintenant, il va falloir écouter ou aller voir sur la plateforme numérique les différents signalements, intervenir en plus de ce que l'on fait, sans véritable renfort, même si Gérald Darmanin a dit qu'il allait mettre ici et là quelques renforts supplémentaires, mais il n'y aura pas... Puis, Patrick, il faut voir comment ça se passe aussi, ces opérations de démantèlement qui parfois prennent plusieurs mois de préparation quand la police et la justice frappent fort. Mais au quotidien, il faut voir l'accueil qui est réservé aux patrouilles, aux policiers. Parce que là, vous l'avez dit, une fois que le point est signalé, les trafiquants, en quelques heures, ils peuvent changer d'endroit. Donc ça veut dire quoi? Que la police doit réagir, pas dans la journée, mais quasiment instantanément. Si c'est pour aller avec une brigade de 3 hommes et femmes sur le terrain, ça va créer des problèmes et ça sera compliqué pour eux. Oui, alors ce que l'on dit au ministère de l'Intérieur, c'est que ça va permettre de pouvoir harceler les points de deal qui eux-mêmes sauront qu'ils peuvent être dénoncés plus facilement, que les policiers peuvent intervenir en civil et de les prendre à la gorge et globalement de les étouffer pour pouvoir ensuite remonter les réseaux et essayer de les démanteler. C'est l'un des objectifs. Sur le papier, c'est vrai que c'est une initiative qui a le mérite d'exister et de montrer qu'on s'occupe en tout cas de ces trafiquants de drogue. Maintenant, est-ce qu'il y aura des effectifs et des moyens supplémentaires pour pouvoir aller intervenir au plus profond, c'est-à-dire vraiment réussir à les démanteler, ou alors est-ce qu'on ne va faire que de déplacer le problème et le point de deal qui se situait du côté de la Joliette, dans une rue adjacente à Marseille par exemple, et de le déplacer 300 mètres plus loin, puisqu'il y a des endroits où c'est un véritable gruyère, il y a des points de deal un petit peu partout et qui sont mouvants également. Donc il y a une opération aussi de communication de la part de Gérald Darmanin, incontestablement, qui veut montrer que le gouvernement se déploie beaucoup sur le terrain et va être opérationnel face à ce qui, c'est vrai, perturbe énormément la vie dans les quartiers et est devenu un véritable fléau. Maintenant, est-ce que ça portera, est-ce que cette idée récoltera les fruits en tout cas de l'initiative et de l'action? On verra dans quelques mois. Une dernière chose, Patrick, vous avez vu certainement cette enquête, 250 000 Français qui ont été interrogés sur la question de la légalisation, 80% semblent plutôt favorables. Alors, c'est des sujets compliqués parce qu'on le rappelait hier, il y a des problèmes de santé publique, les dommages que cause le cannabis, mais ça c'est un pan du débat pour l'instant qu'on n'ouvre pas du côté du gouvernement, parce qu'il y a une vision qui dit que si on légalise, eh bien ça va tuer le trafic. Est-ce que vous pensez que ça mérite au moins d'être discuté ? Alors en tout cas, ça va commencer à être discuté. Il y a eu une mission qui a été lancée, qui était menée notamment par un député de La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau, sur la filière cannabis au sens très large du terme, allant du cannabis récréatif,
donc c'est-à-dire ça, le cannabis, les joints que l'on fume, jusqu'au cannabis thérapeutique qui doit être développé en France. Et le cannabis thérapeutique va être développé, il est de plus en plus utilisé, et il y a ce débat aussi qui va être engagé sur la légalisation ou pas du cannabis. Mais c'est un sujet extrêmement sensible pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sont opposés à ça, qui affirment quand même que le cannabis est dangereux, quoi qu'il en soit, et que même si on réussit à le contrôler un petit peu plus parce qu'il sera légalisé, n'empêche que ce sera un feu vert accordé quand même au cannabis récréatif. Donc ils sont plutôt réservés. Et puis deuxièmement, c'est vrai que derrière, si on tape dans la fourmilière de ces trafiquants de cannabis, il y a toute une économie qui fonctionne autour, qui se déplacera probablement sur autre chose, mais il faut être capable d'anticiper. Parce que, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Il y a des quartiers, il y a des familles, il y a des réseaux entiers qui fonctionnent à partir de ce trafic de cannabis. Et il y a énormément d'argent qui circule. Vous retrouvez lors d'arrestations parfois des policiers qui arrêtent de jeunes mineurs, par exemple. Ils retrouvent sur eux des sommes allant de 50 à 100 euros. Pour des recettes d'une journée. Donc c'est énorme, c'est une grosse économie et il faut anticiper le fait que si on légalisait, évidemment elle plongerait puisqu'elle serait encadrée. Merci beaucoup Patrick Roger, éditorialiste évidemment de ce Grand Direct, mais surtout aux commandes de la matinale demain matin sur Sud Radio en compagnie de Cécile de Minibus. À la semaine prochaine. Eric sera également de retour. Merci Patrick, bonne soirée à vous. On va poursuivre évidemment cette émission avant de retrouver Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Il nous expliquera que les pompiers sont prêts à s'engager dans la campagne de vaccination puisqu'il y a les stocks. C'est ce que nous disait tout à l'heure le sénateur Le Rudulier dans cette émission. Mais avant cela, deux reportages. Le premier, je vous en parlais en titre, cette manifestation à Nice. Les proches et la famille de Michael, ce jeune de 20 ans qui est mort au début du mois de janvier après une course-poursuite avec la police à Nice. 150 personnes ont manifesté donc à l'appel des proches et de la famille qui demandent la vérité sur cette affaire. Reportage de Claudia Olivier. Famille, proches, amis, ils étaient plus de 150 réunis cet après-midi à Nice. Un slogan « Justice pour Michael ». Justice pour Michael ! Justice pour Michael ! Le jeune homme âgé de 20 ans est mort le 10 janvier dernier. Il avait refusé de se soumettre à un contrôle de police en plein couvre-feu, entraînant une course-poursuite avec un équipage de la brigade anticriminalité. À pleine vitesse, sa moto aurait alors violemment percuté un trottoir dans le tunnel Lyoto vers 22h. C'est grave important parce que c'est un frère à moi qui est mort. J'ai grandi avec lui toute ma vie. J'ai vu grave de choses avec lui. J'ai été retrouvé dans des galères avec lui. Et franchement, j'en suis dégoûté quand on est arrivé jusqu'à là aujourd'hui. Franchement. Pour les proches, les circonstances de l'accident restent encore floues. La famille demande aujourd'hui des réponses, notamment sur la responsabilité de la police. Moi, je veux la justice qu'elle soit faite. On veut les caméras. On veut savoir ce qui s'est passé. On veut voir la caméra, nous, la famille, les proches. Les frères, les sœurs, la mère, le père, nous tous quoi. Parce que c'est pas normal comment il est mort mon frère. Et nous on veut que la justice soit faite. Pour les soutiens de la famille comme la journaliste et militante Faiza Ben Mohamed, maintenir la mobilisation est essentiel. Oui, très important de rester toujours mobilisé, notamment quand il y a des accidents comme ça ou des faits qui sont à la base générés par la question des violences policières, parce que c'est clair que les violences policières qu'avait subi Michael rentrent évidemment en compte quand on sait la raison pour laquelle il a fui la police. Il faut se poser la question de cette responsabilité-là. 1 mois et demi après les faits, l'enquête de l'inspection générale de la police nationale est toujours en cours. Voilà, l'inspection de l'IGPN qui doit faire la lumière donc, sur les circonstances de cet accident au début du mois de janvier à Nice. Tout autre chose, Benoît Payan, le maire de Marseille, était en visite aujourd'hui à l'épicerie solidaire de sa ville, l'épicerie qui propose aux étudiants de faire leurs courses quasiment gratuitement. Vous le savez, on en parle très souvent sur les antennes d'Azur TV. Les étudiants qui souffrent de la précarité durant cette crise sanitaire. Le sujet est signé Manon Mujica. Sitôt réapprovisionné, aussi vite emporté. Dans cette épicerie, le va-et-vient des produits est à l'image du besoin incessant. Ça fait 1 mois qu'on est ouvert ici sur Lumini et on ne s'attendait vraiment pas à avoir une telle demande. Enfin, nos stocks de base ont totalement été écoulés.
Donc voilà, là on espère tenir, en plus des dons, hein, je dis bien, commande plus dons, on espère tenir jusqu'au début du mois d'avril. Ouais. Agorae, c'est le nom de cette épicerie sociale et solidaire située sur le campus de Lumini. L'endroit est géré par la fédération Aix-Marseille Interasso. Ces étudiants bénévoles recueillent des denrées auprès de la banque alimentaire, du réseau Andes ou même de particuliers. Des conserves, des produits d'hygiène, mais aussi des fruits et légumes frais qui pèsent souvent cher dans le budget d'un jeune. Alors les légumes, ils peuvent les prendre en quantité illimitée. Nous, voilà, on insiste pour qu'ils prennent des produits frais, c'est important. Et pas seulement des paquets de pâtes ou de riz. Sur simple présentation d'une carte étudiante, ils peuvent faire leurs courses sans rien débourser. C'est vrai qu'en temps normal, on avait établi quelques critères. Soit 7 € de reste à vivre par jour. Et là, en vue de la situation et de la demande, on a élargi à tous les étudiants et en totale gratuité. C'est la deuxième fois que Yousra vient à l'épicerie. Étudiante en master réseau et télécommunications, son parcours a été chamboulé par la crise qui lui a fait perdre son job alimentaire. C'est dur, hein. C'est trop dur. Parce que tout est fermé. D'habitude, on travaille en restauration, des petits jobs étudiants, mais là, tout est fermé. Pas de rentrée d'argent? Non, zéro. Depuis fin août, 0 centime. Comme elle, ils sont 150 étudiants chaque semaine à se rendre dans ces locaux. Une épicerie visitée par le maire de Marseille. Benoît Payan a salué l'engagement des bénévoles qui n'hésitent pas à utiliser leur temps libre pour aider un public précaire. On est en plein milieu de cette pandémie, on ne sait pas à quel moment on en sortira. Mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, ils ont 20 ans, c'est des lumières. C'est un bonheur de les voir dans cette espèce d'obscurité qu'on est en train de vivre, dans ce moment difficile, quand on voit que ça existe. Ça nous donne de l'espoir. Pour répondre à la demande croissante, la famille souhaite implanter d'autres agorae, en priorité dans les lieux excentrés comme à Saint-Jérôme, où une épicerie devrait ouvrir d'ici fin juin. Ce sera la 4e, après Aix-en-Provence, la Canebière et Lumini. La Covid. On en reparle, c'est vrai que c'est le sujet qui nous obsède depuis un an maintenant. Bonsoir Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être avec nous. Je le répète à chaque fois, mais originaire de Nice, mais vous portez bien la voix des 253 000 sapeurs-pompiers de France. Et dans l'après-midi, vous avez envoyé aux médias un communiqué réaffirmant que vous étiez prêts, vous les sapeurs-pompiers, à participer à la campagne de vaccination, puisque le président de la République souhaite l'accélérer. Ça veut dire qu'en gros, vous demandez à être encore plus actif dans le combat contre l'épidémie. Exactement, vous l'avez bien souligné, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers aujourd'hui, c'est un maillage territorial fait de 253 000 hommes et femmes au travers des 6 300 casernes, qui ont porté jusqu'à présent, on va dire, l'ensemble des mesures nécessaires pour à la fois essayer d'intervenir sur les premiers cas Covid, puisque nous avons été en première ligne, d'effectivement aussi effectuer des premiers tests. Et là, aujourd'hui, on souhaite s'engager sur clairement la vaccination. Pourquoi ? Parce qu'on constate bien que sur l'ensemble du territoire, il est nécessaire d'être au plus près des personnes âgées, il est nécessaire aussi d'être au plus près des populations reculées et avant tout de pouvoir activer massivement, on va dire, la campagne de vaccination. Et c'est en cela qu'on souhaite, on va dire, continuer à être moteur dans la vaccination et de continuer à proposer nos services, nos bras, nos moyens pour permettre cette campagne de vaccination de s'accélérer, parce que c'est un moyen incontournable pour tenter de retrouver notre liberté. Très concrètement, comment vous pensez que ça pourrait s'organiser? Parce qu'évidemment, il y a les missions habituelles, si j'ose dire, des sapeurs-pompiers. On pourrait ouvrir des centres de vaccination dans les casernes. Vous iriez dans les centres de vaccination à domicile. Est-ce que les modalités, ça vous a déjà, vous avez déjà travaillé dessus? Bien sûr qu'on a déjà travaillé dessus, on est déjà rodé à ce type de situation. Vous savez, dans n'importe quelle situation de crise, qu'elle soit sanitaire ou autre, nous avons l'habitude de pouvoir nous implanter, de pouvoir nous déporter, aussi bien à l'extérieur des casernes ou dans des structures du style aéroport. Je vous rappelle quand même que les sapeurs-pompiers ont parfois effectué plus de 211 000 depuis le 1er février 2020 tests au sein des aéroports et ports de France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de s'implanter en caserne. Des vaccinodromes peuvent être très bien continuer à être aménagés, aménageables, et que les sapeurs-pompiers, comme ils ont été formés au niveau des
des tests PCR, peuvent aujourd'hui, aux côtés des 12 530 services de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers de France, peuvent aujourd'hui continuer à être formés, à optimiser encore leurs moyens humains pour pouvoir permettre l'application de ces vaccins intramusculaires. On l'avait vu d'ailleurs, vous l'avez dit dans les aéroports, mais à Marseille devant l'IHU, où c'était le bataillon de marins-pompiers qui faisait les préinscriptions, les prélèvements. Donc effectivement, on imagine que ça peut être assez facile pour vous de passer à la vaccination. Les pompiers, et je reviens au bataillon, même si leur statut est particulier, mais les missions sont quand même là, qui ont été précurseurs aussi dans les tests, dans les analyses. Finalement, votre corporation, en plus de gérer les interventions au quotidien, récupérer les malades du Covid, a quand même été en première ligne et précurseur. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus d'une intervention qu'on effectue tous les 6,5 secondes sur le territoire national, nous sommes en mesure aujourd'hui de pouvoir s'affronter à différentes crises et du moins aider la population. On le voit au quotidien, malheureusement aujourd'hui, face à ces crises récurrentes, on peut être à la fois extrêmement concentré sur son propre territoire et toujours engager les secours parce qu'il n'y a jamais de faille, il faut clairement le dire. Et au-delà de ça, bien entendu, pouvoir se permettre d'endosser d'autres rôles d'activateur, on va dire, de résolution de crise et de permettre à ce moment-là de pouvoir prêter main forte, d'augmenter nos capacités techniques, d'augmenter nos capacités de pouvoir épauler les autres services, toujours en lien avec les préfectures, les ARS et les autres autorités, qui vont venir véritablement apporter un coup de main insoutenable et on va dire vraiment important au sens des élus locaux, qui ont besoin à un moment donné d'avoir une force de territoire extrêmement importante au plus près de la population pour rendre ce service de pouvoir vacciner. Alors justement, une question sur la vaccination des sapeurs-pompiers eux-mêmes, parce que j'ai assisté une fois à une évacuation d'un malade par les pompiers dans une résidence privée. C'est assez impressionnant parce que tout le monde est habillé d'une combinaison, les mesures de vigilance sont extrêmes. On avait assisté au début de la campagne de vaccination pour les hommes et les femmes de plus de 50 ans ou souffrant de comorbidité. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les pompiers ont accès à la vaccination ou auquel cas, est-ce que vous souhaitez que là aussi, ces pompiers, même les jeunes, puissent se faire vacciner? Parce qu'ils sont, c'est pas pour le répéter, mais en première ligne. On est en première ligne. À ce jour, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 23 000 sapeurs-pompiers qui ont été vaccinés sur l'ensemble du territoire national. Bien entendu, on a été confronté, comme tout le monde, au fait de pouvoir, à un moment donné, sélectionner, on va dire, et prioriser la population chez nous la plus vulnérable. Et bien entendu, aujourd'hui, en ce qui concerne les cas des sapeurs-pompiers, bien entendu qu'on a eu des cas. Bien entendu, si on revendique le fait d'être en première ligne, c'est parce que quelque part, nous sommes des acteurs majeurs de résolution de crise qui peuvent être vulnérables. Et effectivement, par rapport à ça, il faut bien comprendre que nous avons l'expérience, nous avons aussi malheureusement pu comprendre ce qui se passait au sein de nos casernes très rapidement au regard de ce virus, et à partir de là, pouvoir mener des actions rectificatives, correctives et aussi préventives pour permettre de dire attention, les acteurs de première ligne sont toujours présents, il faut les protéger, les équiper de manière à ce qu'on puisse toujours poursuivre nos missions afin d'éviter toute contamination supplémentaire. Aujourd'hui, ce que l'on permet de dire, c'est que face à toutes ces interventions-là, puisque près de 218 000 interventions ont été effectuées depuis 1 an par les sapeurs-pompiers sur des cas Covid, il était bien évident et bien normal que l'on puisse continuer à satisfaire et à pouvoir à un moment donné prêter main forte dans toutes les situations, que ce soit préventive, de détection ou de vaccination, c'est extrêmement important pour nous. Une dernière chose, Éric Brocardi, je reviens à cette proposition que vous faites directement au président de la République finalement. Vous seriez prêt là, dans les jours qui arrivent, à vous déployer ? Bien sûr, on est toujours prêt. C'est bien aussi pour ça que la population a confiance dans les sapeurs-pompiers, la population a confiance dans les forces de sécurité intérieure, parce qu'à tout moment, tout le monde est mobilisable, tout le monde se sent prêt à aider la population parce qu'on a tous une seule ambition, c'est de pouvoir retrouver la vie d'avant dans de très bonnes conditions afin effectivement qu'on puisse profiter. Alors là, je pars pour le sud, du grand soleil et du bord de mer, mais il est évident aussi que quelque part, on a besoin de tous se réorienter vers un axe social extrêmement important où les sapeurs-pompiers, en plus de leur mission,
sont témoins, on va dire, de la tension sociale qui commence à exister, qui commence à naître au sein des foyers et sur lesquels parfois se traduit tout simplement en agression. Merci beaucoup Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui, je le rappelle, se propose pour accélérer la vaccination. 253 000 sapeurs-pompiers sur le territoire national. Effectivement, ça fait des options disponibles pour le gouvernement. Merci d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. Et à bientôt. Avant de rejoindre Guilhem Ricavi dans les instants qui arrivent, je voudrais qu'on s'intéresse au sort des parcs à thème, des parcs d'attractions qui sont fermés. Et là, on est en pleine période de vacances scolaires. C'est le moment où ils auraient dû travailler, bien travailler, même direction le parc des automates à Saint-Cana. Grilles fermées, automates abandonnés. Habituellement, ce parc en plein air reçoit en moyenne 1000 visiteurs par jour en période de vacances scolaires. Depuis de longues semaines, il est désespérément vide. On a fermé à la fin du deuxième confinement, au début du deuxième confinement, donc fin octobre, le 26 ou le 27 octobre. En ce moment, on est en pleine période de vacances scolaires d'hiver de la zone B, donc on a tous les clients, on a à peu près une quinzaine, vingtaine, même plus d'appels par jour, nous demandant si le parc est ouvert. Et donc, malheureusement, on leur dit que non. On est dans l'incompréhension, après on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Et en fait, là, ce qu'on aimerait, c'est que du coup, ok, on doit fermer, on ne peut pas ouvrir, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait des aides qui soient à hauteur de nos charges, quoi. Les charges fixes pour le parc s'élèvent à près de 50 000 € par mois. L'entreprise n'a touché qu'une aide de 10 000 € au mois de décembre. Manon est dans l'incompréhension, sachant qu'un protocole sanitaire strict a été mis en place. Depuis l'année dernière, on a dû mettre en place un protocole sanitaire très strict avec à chaque point de vente des plexiglas. On a dû mettre du gel hydroalcoolique devant chaque activité. J'ai embauché du personnel exprès pour de la désinfection qui tourne en continu dans le parc sur toute la journée. Donc non, nous on est prêts, il n'y a pas de souci. L'année dernière, le parc a investi 2 millions d'euros pour des travaux et la construction de toboggans géants hauts de 10, 15 et 20 mètres. Une première en France que le public n'a toujours pas pu découvrir. Pour le moment, elle n'a encore jamais été utilisée. Donc voilà, et puis pourtant c'est un investissement quand même de 500 000 €. D'accord. Voilà. Donc on espère pouvoir l'ouvrir et que les gens puissent en profiter parce que c'est vrai qu'elle donne envie. Au total, sur l'année 2020, Manon a pu ouvrir son parc en plein air seulement 6 mois. La gérante espère une réouverture au mois d'avril, date à laquelle le parc fêtera son 35e anniversaire. Les soldes d'hiver qui touchent à leur fin. Évidemment, le bilan est plus que morose pour les commerçants frappés par le couvre-feu ou encore le confinement. Confinement dans les Alpes-Maritimes. Reportage à Nice d'Alexis Ricard. Les soldes d'hiver avaient commencé le 20 janvier dernier et se sont terminés hier. Le bilan n'est pas très reluisant. Les commerçants font état d'un chiffre d'affaires en net recul, au moins autant que le moral. Les quartiers les plus touchés sont ceux travaillant directement avec les touristes, à savoir le Vieux-Nice ou encore le Carré d'Or. Par rapport à simplement la saison solde 2019-2020 d'hiver, nous sommes à des moins 30 voire moins 40%. Donc les magasins se retrouvent avec des stocks et vraiment sans trop de trésorerie d'avance. Vu le couvre-feu qui s'est mis là-dessus, à 18h, ce qui a rajouté encore des moins 30 et moins 40% de chiffre d'affaires. Et les 2 week-ends où on ne peut pas ouvrir, là on est au maximum du maximum qu'un indépendant peut soutenir financièrement parlant. On va peut-être pour la première fois arriver à des chiffres de moins 70%. Des aides financières sont toujours prévues pour aider ces professionnels. Pour certains commerçants, une période de solde allongée aurait été bénéfique. Ça aurait été peut-être vis-à-vis de l'État, peut-être un peu plus judicieux d'augmenter le temps du solde d'une semaine pour qu'on puisse éventuellement libérer quelques stocks toxiques qui sont derrière nous et qu'on n'arrive pas à liquider parce qu'on n'est pas trop fréquenté par le tourisme, par les gens qui sortent. A contrario, d'autres regrettent ces promotions toujours plus nombreuses et plus longues.
La crise sanitaire ne donnant qu'un coup de grâce à une période déjà peu fructueuse pour les plus petits commerces. J'ai envie de répondre quel solde, parce que nous sommes sortis du deuxième confinement, on a tout de suite fait des prix, des soldes privés, et on a simplement continué sur cet élan. Non, il n'y avait pas grand monde. Bon, il y a certaines qui ne sont pas trop mécontents, mais il y en a qui ont vraiment souffert. Pour moi par exemple, c'était pas des bonnes soldes. J'ai dû tout de suite donner des grands rabats. Le couvre-feu nous a posé problème en diminuant notre clientèle. Mais là, le confinement, c'est 50%, 70% des chiffres d'affaires qu'on perd aujourd'hui. Sauf report éventuel, les prochaines soldes d'été sont déjà prévues du 7 juillet au 3 août. Voilà pour ce reportage donc autour des soldes. Guilhem est là. Eh bien, écoutez, nous accueillons Guilhem avec un plaisir non dissimulé. Bonsoir, mon cher Bonsoir, Guilhem. Nicolas. Comment allez-vous ? Très bien, vous-même? Eh bien, écoutez, ça va. Alors, on ne va pas cacher la vérité à nos téléspectateurs. On s'attrape là sur le... vraiment, c'est quasiment en direct. Hein, donc, je ne sais pas de quoi vous allez nous parler. Donc, c'est à vous de faire le job, mon cher Guilhem. Sur ce qu'il y a demain dans le journal, ça, vous maîtrisez le sujet à fond. Oui, alors on a un très beau sujet demain qui est plutôt pratique, qui est une carte en fait d'état des lieux des radars routiers dans la région, vraiment très précise et très détaillée, parce qu'on a vu que certains avaient été supprimés, d'autres avaient été ajoutés, certains d'ailleurs avec des fonctionnalités un petit peu nouvelles et ne flashaient pas seulement les excès de vitesse. Donc rappel des différents radars de la région, et c'est toujours bien de le dire par mesure de sécurité sur la route, et puis on en profite de façon un peu amusée pour faire le palmarès des radars des Bouches-du-Rhône qui notamment flashent le plus, les cache machines de la République, avec voilà ce classement des radars qui rapportent gros, voire même très gros. Donc classement de ceux qui rapportent et des pertes de points les plus nombreuses. On sait quels sont les radars les plus efficaces dans la lutte contre l'insécurité routière de la région, dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Alors, sans donner trop d'informations, parce qu'évidemment, on va laisser les lecteurs le découvrir demain, mais est-ce qu'il y en a un, pas forcément le plus bankable, le plus rentable, mais est-ce que vous pouvez donner un radar qui est particulièrement efficace à nos téléspectateurs ? Alors oui, effectivement, ceux aux entrées de Marseille sont particulièrement redoutables et efficaces. Que vous arriviez par l'autoroute nord depuis Aix-en-Provence ou depuis le Var ou les Alpes-Maritimes par l'A50 et que vous arriviez à Marseille, oui, tous ces radars-là sont plutôt très efficaces. Alors la limitation de vitesse est de 70 km/h quand on vient du nord, 90 km/h quand on arrive d'Aubagne. Il y a ce fameux radar tronçon qui, sans payer de mine particulière, on ne le repère pas forcément, s'avère très efficace et on se rend compte que les gens oublient qu'à cet endroit-là, il faut réduire la vitesse. Et oui, forcément, il est la responsable de la perte de très nombreux points chez les automobilistes. Donc, les radars aux entrées de la ville et puis les radars, on se rend compte au bout de la L2, par exemple, ou celui qui est sur le boulevard Sakakini dans Marseille même, là aussi, verbalise énormément, ce qui veut dire que les gens ne respectent pas les limitations de vitesse imposées dans le centre-ville ou sur ce périphérique marseillais qu'est la L2. Il y en a un qui est traître, hein, c'est celui qui est ce qu'on appelle les radars de chantier mobiles, juste devant l'hôpital Nord, sur l'entrée à la ville de Marseille. Je crois que c'est limité à 70 et effectivement, celui-là on le voit pas beaucoup quand on ne sait pas qu'il est là. Hein. Oui, on ne sait pas qu'il est là et c'est toute la problématique de ces radars. À la fois, bien sûr, on ne nie pas leur rôle dans ce dossier. Ils sont importants pour la sécurité routière et ils sont très importants dans cette lutte contre la mortalité sur les routes. Et c'est plutôt une bonne chose. Il n'y aura personne pour dire que c'est un problème. Après, on peut comprendre aussi la colère des usagers réguliers qui, lorsqu'on leur demande de rouler à 90 sur une autoroute, oublient parfois que c'est 90 et se font flasher à 96. Et au final, est-ce que c'est un excès qui fait d'eux des dangereux chauffards? Sans doute pas, mais qui ont des conséquences derrière énormes et qui, à l'arrivée, effectivement, rapportent beaucoup d'argent à l'État, puisque les amendes, on le sait, sont reversées à l'État, tout simplement. Donc oui, il y a une problématique des radars. En tout cas, nous, on donne cette carte pour rappeler aux gens qu'il y a des radars dans la région, leur dire où ils sont, et bien sûr, ça suppose d'être vigilant. Ça, c'est un point sur lequel on insiste, mais oui aussi, on sait lesquels sont ceux qui sont les plus efficaces, les plus utiles
utile. Alors c'est selon, ceux qui auront perdu leur permis à cause d'eux n'y verront pas un acte civique fort, mais en tout cas voilà, on essaye de rappeler les règles de sécurité et en même temps de dire bah oui, regardez quand même ce que ça rapporte ces radars routiers dans la région de Marseille, Bouches-du-Rhône, Alpes de Haute-Provence et Vaucluse. Merci beaucoup Guilhem, c'est à lire donc demain dans toutes vos éditions de la Provence. À mon avis ça va se vendre parce que ça c'est toujours des sujets qui intéressent beaucoup et c'est bien normal. Merci à vous, à demain, bonne soirée. Je rappelle que vous êtes le patron des rédactions du groupe La Provence. Avant de parler de culture, bah si c'est de la culture tiens aussi puisque la ville de Traits, toujours dans les Bouches-du-Rhône, était un haut lieu de la vie au Moyen-Âge, un bourg médiéval très influent et on se penche ce soir sur une partie de l'histoire de cette commune entre Aix et Marseille. Bienvenue à Traits, petit village de 10 600 âmes niché dans la haute vallée de l'Arc, au pied de la Sainte-Victoire. Un ancien bourg médiéval dont les ruelles sont toujours enserrées par les anciens remparts. Ils ont été édifiés après le château fort qui date du XIIe siècle, des défenses dont il reste encore des vestiges. Les éléments de défense qu'on peut encore voir, ce sont des machicoulis dans une bretèche qui était destinée à bombarder, disons, avec des pierres des assaillants éventuels qui arriveraient jusqu'à la porte, ou à mettre aussi à verser de la poix bouillante ou des liquides bouillants. Alors nous avons aussi des restes d'archères, des archères à fente simple, et donc au début, quand le château a été construit, il y avait des créneaux au sommet du donjon. Au Moyen-Âge, sous l'impulsion de la papauté d'Avignon, Traits est considérée comme l'une des villes les plus importantes de Provence. En 1363, le pape Urbain V installe ici, à Traits, dans ce bâtiment, un studium papal. C'est-à-dire c'est une école conventuelle, une espèce de collège supérieur qui prépare les étudiants aux grandes universités. À l'époque, Traits est marqué par l'emprise et le pluralisme des religions. Pour comprendre, il faut remonter le temps en 1182. La communauté israélite est alors chassée du royaume de France. Une poignée trouvera refuge auprès des comtes de Provence, plus tolérants. La synagogue, la tradition voudrait que ce soit ce bâtiment, ce très beau bâtiment, qui est d'ailleurs classé au monument historique depuis 1926, comme maison du XIIe siècle romane, ancienne synagogue. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais des doutes ont toujours existé. Est-ce que c'était bien là la synagogue? Des fouilles importantes ont eu lieu en 2008-2009 et ces fouilles n'ont pas pu prouver que c'était la synagogue qui était là autrefois. En particulier, les bains n'ont pas été trouvés et l'inverse n'a pas pu être prouvé non plus. Un patrimoine précieux à redécouvrir, pourquoi pas, lors d'une balade. Et nous ouvrons maintenant dans ce grand direct une page consacrée à la culture qui, vous le savez, souffre depuis le début de la crise sanitaire. On va en parler avec l'artiste plasticien Jérémy Taburki, l'artiste azuréen. Bonsoir Jérémy, merci d'être avec nous ce soir. Alors, on va parler des difficultés de la culture, mais aussi et surtout de cette revue artistique que vous publiez depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Loucan. Revue littéraire et artistique niçoise, ce sont des chroniques avec chaque fois un thème, plusieurs intervenants, des artistes qui viennent écrire dans cette revue. Avant de parler de Loucan, juste un mot sur votre situation. Vous aviez l'habitude d'exposer, de participer à des salons littéraires. Tout est en sommeil depuis plusieurs mois maintenant. En effet, tout est en sommeil depuis un an. Au niveau des expositions, c'est vrai que là, bon, c'est pas une période qui est évidemment propice, les lieux culturels ne favorisant pas la venue de public. Hein. Et puis, après, sur le plan littéraire, c'est vrai que ça manque peut-être encore plus pour moi, parce qu'il y a plus d'échanges quand on fait des salons littéraires, on peut plus facilement discuter sur le fond des choses et prendre le temps vraiment de rencontrer les personnes qui viennent nous voir. Et ça, je dois dire que ça me manque peut-être encore plus que les expositions. Ouais.
Vous traversez comment cette période? Est-ce que vous travaillez malgré tout? Est-ce que ça perturbe votre inspiration, vos personnages? Vous avez une identité propre à votre travail. Comment vous vivez tout simplement cette période? Je dois dire que, mis à part les privations de liberté qui m'embêtent tout comme tout le monde, je la vis plutôt bien professionnellement, hein. J'ai la chance d'avoir des collectionneurs qui me suivent, qui m'ont fait confiance au cours de l'année écoulée. Donc, j'ai pu pratiquer mon art avec une certaine liberté, je dois dire, à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier que j'ai aussi une activité de graphiste, hein, à côté de ça, qui est agréable, mais néanmoins alimentaire, qui me permet d'être moins dépendant que beaucoup de mes confrères, que ce soit dans le monde du spectacle ou des arts plastiques, qui eux, doivent souffrir beaucoup plus, et dont j'espère qu'ils arrivent à avoir accès à toutes les aides qui peuvent leur être proposées en ce moment. Alors c'est toujours un petit événement quand un nouveau numéro de Loucan paraît, c'est le 7e du nom. Le principe c'est de faire intervenir des écrivains, des journalistes, des artistes, des personnalités sur des thèmes précis. On y retrouve aussi des photos, des dessins. Et puis donc pour ce numéro 7, vous avez choisi de nous emmener un peu loin, de nous faire voyager, puisque le thème c'est tropique. C'est ça, thème tropique qui paradoxalement est antérieur à la crise, hein, parce que c'est un numéro que je vais commencer à préparer bien avant la crise qui est apparue l'an dernier et qui est resté dans les cartons, hein, à cause de l'actualité bien sûr, mais qui finalement prend son sens au regard de ce qui se passe, hein, parce que les tropiques, c'est évidemment les voyages dont on est privé, que beaucoup de gens ont envie. C'est aussi, ça peut faire penser à tout un tas de maladies tropicales, et je pense que d'une certaine façon, on est en plein dedans quand même. Et un numéro très littéraire aussi, parce que c'est souvent la part belle à l'écriture, mais là, ce sont clairement des hommages, des références à Lévi-Strauss, hein, puisque vous le dites sur la 4e de couverture, qu'il soit triste comme chez Lévi-Strauss, du Capricorne ou du Cancer chez Miller. Vous citez Aimé Césaire aussi. Vous allez même jusqu'à dire que c'est un hommage très clairement à Aimé Césaire. Donc beaucoup d'inspiration littéraire dans ce numéro. Beaucoup, oui, peut-être un peu plus que d'habitude, ce qui ne veut pas dire que c'est une direction que prend la revue pour l'avenir, hein. Moi, j'ai toujours voulu être très libre par rapport au contenu éditorial de cette revue. Donc, ce coup-ci, il y a beaucoup d'écrivains, de poètes, il y a de la réflexion, il y a aussi quelques artistes, hein, dont Maurice Maubert, qui nous a fait une splendide couverture avec une de ses gouaches sur le thème des masques, justement. Et je pense aussi à Rémi Saglier, qui est photographe. Mais c'est vrai que c'est un numéro qui est plutôt littéraire, avec des textes dont je dois dire que je suis très content d'avoir récolté pour cet opus. Ouais. Voilà, des textes de Marilia Delaroche, par exemple, Jacques Drouin, Peter Larsen, vous avez cité Maurice Maubert, Stéphane Renaud aussi, qu'on retrouve dans ce numéro. Et puis, évidemment, un premier chapitre qui vous est réservé, mon cher Jérémy, avec un titre plus qu'évocateur, Chloroquine, mon amour. Vous n'avez pas résisté à traiter quand même d'un thème d'actualité. Alors c'est surtout le titre auquel j'ai fait un petit clin d'œil. Le contenu avait été écrit lui aussi il y a 1 an et 2 ans, donc je l'ai un petit peu adapté, je l'ai retravaillé, mais sans en modifier vraiment le fond. Et j'ai trouvé amusant de faire un clin d'œil à cette petite nouvelle que j'ai écrite toujours sur ce thème des tropiques, hein. C'est un périple maladif tropical, on va dire, et j'ai trouvé amusant de faire ce lien entre ce médicament qui a eu son heure de gloire, feu à son âme, et ce texte qui parlait justement de maladies tropicales. Alors je l'ai avec moi, hein, parce que évidemment on a la couverture en photo, mais vous voyez, c'est un format de poche au prix de 5 €. Comment on peut se le procurer? Je sais qu'on le retrouve dans les galeries d'art, avant dans les musées, mais pour l'instant la plupart sont fermés. Donc comment vous comptez assurer la diffusion de ce numéro en pleine crise sanitaire? Je le fais
Petit à petit, j'ai commencé à distribuer dans les galeries partenaires de la revue, celles qui ont précisément annoncé dans ce numéro, à savoir la librairie-galerie Laure Matarasso, 46 boulevard Risso à Nice, ainsi qu'à la Ferrus Galerie sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc prioritairement, ça m'a semblé évident de favoriser ces points de vente qui m'ont fait confiance. Et petit à petit, je vais faire la distribution dans d'autres librairies, lieux culturels, tant qu'on nous laisse la liberté d'y aller. Et puis Internet, www.lou-camp.fr. Pour terminer, j'aurais peut-être dû commencer par ça pour les profanes. Vous pouvez nous expliquer la signification du nom de cette revue? Il y a évidemment l'expression niçoise et puis ce que veut dire camp pour vous? Camp, c'est un acronyme, c'est Chronique artistique niçoise. Voilà, et le chien. C'est le chien en niçois, le camp, voilà. Voilà, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, Jérémy. Peut-être juste une dernière chose, vous avez des projets de déconfinement. Est-ce que vous préparez une exposition? Est-ce qu'il y a une actualité de ce point de vue-là, ou vous attendez de voir quand est-ce qu'on pourra retourner dans les lieux culturels? Alors le projet actuellement, c'est un gros projet, c'est un vaccin niçois à base de soca et de farci. Alors la formule n'est pas encore au point, mais je pense essayer de la mettre au point pour cet été. Être le premier évidemment à me l'injecter, peut-être en direct, je ne sais pas. Vous nous préviendrez, Jérémy, on sera là pour filmer tout ça. Après, si ça s'ingère sous forme solide, un peu comme le Pambagna ou autre chose, je suis volontaire aussi pour en expérimenter les effets. Je vous mets en phase 1, alors très bien. Merci Jérémy Taburki, artiste plasticien et donc à l'origine, j'allais dire l'auteur, mais non, puisque plusieurs auteurs participent à ce numéro 7 de la revue Lou-Camp que j'ai ici, 5 €, www.lou-camp.fr. À bientôt Jérémy, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Vous parliez de soca, de pissaladière, d'alimentation finalement, eh bien je vous emmène en Provence, du côté des Bouches-du-Rhône, à la découverte d'une baguette de pain 100% sud. Pour tout comprendre, eh bien, écoutez les explications de Yentel Criado. Vous connaissez la baguette de tradition française, mais connaissez-vous la 100% sud? Eh bien, la voici. Et voilà, c'est la Loupin 100% sud avec farine, eau, levure et sel. C'est un super produit. Croustillante, naturelle et surtout 100% locale, cette baguette fait partie du projet Loupin d'ici, lancé par les acteurs de la filière céréalière en PACA. Tous se sont mobilisés pour produire un pain issu de blé cultivé uniquement dans notre région. Autrement dit, ici, dans la boulangerie d'Alain, située à Velleron, dans le Vaucluse, la farine provient du minotier à seulement une dizaine de kilomètres d'ici, qui lui-même a transformé le blé d'agriculteurs du coin. Un circuit très court qui a convaincu cet artisan boulanger. On est dans une région, de toute façon, où on peut avoir tout ce qu'on veut à local. Et en plus, on a cette chance aujourd'hui qu'on peut avoir le blé aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu le travailler. Et ce qui me plaît, c'est ça, parce que voilà, je travaille une farine locale, circuit court. Le blé est ramassé aux alentours de 30 km de la boutique. C'est tout ce que je voulais. Une démarche environnementale et locale qui se ressent sur la qualité du produit et donc sur les ventes. Alain produit 300 baguettes par jour et ça part comme des petits pains. Elle plaît beaucoup aux gens de Velleron. Et ils me disent qu'elle est très très bonne, que c'est une baguette qui est très très souple, qui sont même surpris s'ils ne la terminent pas le jour même, qu'ils la mangent le lendemain, elle est toujours aussi bonne et que c'est un très très bon produit. Mais pour donner ce très bon produit final, tout a commencé dans les champs, comme ici, à Manosque. C'est l'une des parcelles sur lesquelles le blé tendre est semé. Les agriculteurs adhérents déposent ensuite leur récolte à la coopérative agricole GPS, l'une des coopératives qui participent au projet. Dans ces machines, le blé est nettoyé, trié et mélangé avant d'arriver chez le meunier qui le transformera donc en farine. L'objectif est de valoriser le travail de tous les acteurs de la filière. Valoriser le travail des artisans boulangers, le travail des agriculteurs et des meuniers. Et surtout redonner la volonté aux agriculteurs de produire cette espèce et qui est quand même une production historique de la région.
car le blé tendre était autrefois une production dominante dans notre région. Aujourd'hui, 4 coopératives et 3 meuniers ont intégré l'initiative Loupin d'ici. Ça nous permet aussi d'avoir une régularité en termes de qualité, parce que quand dans les Alpes on a des problèmes climatiques, on ne les a pas forcément sur les autres coopératives. Donc on assure une régularité en qualité et en volume. Un travail valorisé et une juste rémunération pour les agriculteurs. La baguette du Sud coûte 95 centimes chez notre boulanger de Velleron, en moyenne 10 centimes de plus qu'une baguette classique, une plus-value qui va directement dans la poche de l'agriculteur. Le blé tendre était une production sur laquelle on perdait de l'argent. Voilà, c'est pour ça qu'elle avait été abandonnée. Nous, agriculteurs, on dit une fois qu'on a payé les charges, ce qui reste, on paye le travail. Donc là, effectivement, la plus-value Loupin d'ici permet de rémunérer un peu le travail de l'agriculteur, ce qu'on ne faisait pas par le passé. Comme Alain, ils sont aujourd'hui 160 artisans boulangers à façonner la fameuse baguette locale, 100% de chez nous. Et c'est la fin de ce grand direct. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehaye, Fabrice Justo, Philippe Caudet, auprès duquel je m'excuse pour les 5 minutes de rab de cette émission. Et bien sûr Stéphanie Mossman. Bonne soirée, à demain.